On croyait avoir tout vu avec Emmanuel Macron, mais visiblement, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il a décidé de nous en faire une autre. Après plusieurs semaines de discours contradictoires, condescendants et incohérents, Emmanuel Macron semble visiblement avoir subitement retrouvé la raison vis-à-vis du Niger. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Mais au fait, avait-il véritablement le choix? Pouvait-il en être autrement? Il est clair que son entêtement l'a totalement isolé quant à la situation au Niger. Il s'est fait abandonner en cours de route par les États-Unis qui ont opté pour une diplomatie plus soft et plus efficace, pendant qu'Emmanuel Macron et la diplomatie française avaient fait le choix risqué de s'arc-bouter sur leur position, demandant un retour inespéré de l'ancien président déchu Mohamed Bazoum aux affaires. Face donc à cette situation devenue intenable, liée au fait que certains États de la CEDEAO se sont clairement prononcés contre une intervention militaire au Niger, Emmanuel Macron s'est finalement rendu compte que le zèle d'Alassane Ouattara et de Patrice Talon n'allait pas suffire pour l'aider dans sa politique jusqu'au-boutiste au Niger. Il a donc fait volte-face et contre toute attente décidé, comme on l'a vu tantôt, du rappel de l'ambassadeur de France au Niger et du départ très prochainement des militaires français du Niger. Il faut le dire clairement et sans embâge, la France a une fois de plus perdu la face au Sahel. Ce revirement est tout simplement ridicule, tellement on avait prévenu que c'était une position intenable sur la durée. Il faut arrêter de penser qu'on peut continuer à manipuler les Africains comme c'était le cas il y a encore une époque. Aujourd'hui, il y a un tel éveil qui fait en sorte que les Africains ne sont plus prêts à accepter n'importe quoi. Et ça, il va falloir de gré ou de force l'entendre, mais surtout l'intégrer. Mais il faut noter que ce qui peut être considéré aujourd'hui comme un succès pour les nouvelles autorités du Niger est également le fruit d'une véritable mobilisation des peuples d'Afrique. En premier lieu, le peuple du Niger, qui n'a cessé de se mobiliser depuis le début de cette crise pour montrer clairement et nettement à la France quelles étaient ses positions. La France, on n'en veut plus. Et ça, on ne se cachait plus pour le dire et le faire savoir. La France doit plier bagage. Vous avez vu comment nous nous sommes réunis. La population nigérienne, les jeunes nigériens, tout le monde s'est réuni ici. Nous allons nous réunir aujourd'hui, nous allons nous réunir demain, nous allons nous réunir après-demain et pour toujours. Jusqu'au jour où nous verrons la France quitter le pays. Et la France va quitter, et elle quittera encore. Notre seule demande, notre ultime demande, c'est le départ des Français qui sont sur le territoire nigérien. Nous n'avons pas besoin de ces gens ici, nous n'avons pas besoin, et on le répète, on est prêt à mourir pour défendre notre patrie. On est prêt à mourir pour les faire partir. Ils doivent partir, il n'a pas besoin d'eux ici. Au-delà du peuple du Niger, c'est tous les peuples d'Afrique, du moins certains peuples d'Afrique épris de liberté et de dignité, qui se sont prononcés de manière nette. Depuis fort longtemps, la France a imposé les présidents qui font la volonté pour elle de la France. Donc ça a mécontenté la plupart des peuples tchadiens, des peuples africains. Et donc tellement qu'on les a plongés dans la misère, certains peuples prennent conscience et ils revendiquent qu'on leur accorde la vraie démocratie. Moi, je pense que le peuple nigérien a compris. Et c'est que le peuple nigérien a compris, mais la résultante de ce qui s'est passé au Mali. Et on s'est dit que ce qui s'est passé au Mali va faire jurisprudence. Maintenant, ça se révèle. Ce qui s'est passé au Mali va se reproduire dans toute l'Afrique. Et la France a intérêt
faire très attention en ce qui concerne les droits des peuples. La France a intérêt à écouter le peuple pour lieu d'écouter ces marionnettes de gouvernement. Bazoum a été élu par défaut parce qu'en remplaçant Youssoufou pour le protéger, eh bien, tout a été calculé pour qu'il protège les intérêts français. Le président Bazoum a tenu des propos qu'il ne devait pas tenir en tant que président d'une république ou des pays indépendants. Il dit que les djihadistes sont plus forts que l'armée nationale. Mais au-delà des peuples, c'est plusieurs Africains, des intellectuels, des journalistes qui ont pris la parole pour se prononcer clairement. Une mobilisation de tout instant qui a amené forcément à rebattre les cartes. Avec les putschs au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Élysée et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques? Ces différentes déclarations et prises de position claires ont certainement amené la France à réfléchir et a conduit à ce revirement spectaculaire auquel nous venons d'assister. Ceci démontre tout simplement que pour libérer l'Afrique, il faut des hommes courageux, mais surtout, il faut être ensemble et être mobilisé. Parce que si l'Afrique aujourd'hui est mobilisée, elle sera pratiquement invincible. Cela dit, il faut se garder de tout triomphalisme. Ce qui s'est passé au Niger avec le recul de la France n'est qu'une petite étape dans la grande lutte que les Africains doivent mener pour la restauration de leur dignité et la libération totale du continent. Il faut faire très attention à ce signal parce que, comme vous vous en doutez, la France ne va pas se laisser faire. Il ne faut surtout pas être naïf et prendre cette décision de la France comme un renoncement, comme le fait qu'elle ait abandonné et qu'elle s'est rendue à l'évidence. Non, je pense qu'il s'agit d'une décision stratégique et je dirais même d'un repli tactique. En étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Cet aveu de faiblesse de la France est une décision hautement stratégique. Elle s'est rendue compte que le chemin emprunté était sans issue et a donc décidé de rebrousser chemin. En d'autres termes, la France a choisi de reculer pour mieux sauter. Maintenant, il s'agit pour les Africains et notamment pour le peuple du Niger de garder la vigilance accrue parce qu'on ne sait pas où va s'opérer la nouvelle attaque de la France. Ce saut que la France est en train de préparer grâce à ce recul tactique, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va aboutir. D'où l'intérêt pour les autorités de ces différents pays, il s'agit du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de rester sur leur garde. Il ne faut surtout pas crier victoire trop tôt. Une fois de plus, le combat ne fait que commencer. Comme on l'a vu aujourd'hui au Niger, cela avait déjà été le cas au Mali et même au Burkina Faso. La France, contre son gré, a été chassée du Sahel. Et vous pouvez bien intégrer qu'elle ne va pas se laisser faire aussi facilement. Si on lit très bien entre les lignes, dans les dernières déclarations, notamment du président français ces derniers temps,
on peut avoir une idée claire de ce qui attend ces différents pays. La seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire. Comme vous l'entendez clairement dans ce discours, comme par hasard, l'argument ethnique est de retour. On ressort la vieille arme du tribalisme. Il faut donc, pour ce qui est du cas du Niger, mobiliser la minorité arabe contre le reste des Nigériens. Donc aujourd'hui, il va falloir que le Niger et son peuple fassent véritablement attention. Le fait ici de relever que l'attaque sur Mohamed Bazoum relève du fait qu'il est issu d'une ethnie minoritaire, à savoir l'ethnie arabe, est tout simplement criminel et pourra avoir des conséquences inexplicables sur ce pays. Mais on oublie de rappeler que Mohamed Bazoum était président du Niger et que si le peuple de ce pays avait tenu compte du fait qu'il était d'une ethnie minoritaire, il n'aurait jamais pu accéder à la fonction suprême. Il faudra alors que le peuple de ce pays-là fasse preuve d'une grande maturité pour ne pas se laisser instrumentaliser. Parce que comme on le sait, l'une des techniques utilisées très souvent quand on est dos au mur, c'est de diviser pour mieux régner. Et on est là en plein dans ce cas de figure. Cela nous amène à nous rappeler des différents groupes rebelles qui naissent souvent de manière fortuite en Afrique lorsqu'il y a des difficultés au niveau politique. Et celui qui en parlait le mieux, c'est alors celui qu'il convient désormais d'appeler l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères du Niger. Écoutez déjà ce qu'il disait à propos de la rébellion Touareg. Il faut une solution concertée des États de la région pour trouver une solution à ce problème, Touareg. C'est un faux problème, je veux vous dire. C'est un faux problème. En 2007, vous avez 3 personnes. Aga Cherif, le capitaine Aga Cherif, qui était capitaine de l'armée du Niger, qui était en délicatesse avec son service de l'intendance de l'hôpital de Niamey, où il avait fait des détournements, a dû fuir le Niger et puis il tournait au Mali, au Burkina Faso, lui. Deuxièmement, Aboubakar Alambo et Mouman Kalakwa, qui sont des passeurs de la drogue notoirement connus, qui étaient en délicatesse aussi avec la justice. Ces 3 personnes, en 2007, ont créé le MNJ, ont proclamé une rébellion au nom de la communauté Touareg. Qui avait-il concerté? Pourquoi peuvent-ils parler au nom de la communauté Touareg? Comment se fait-il que, tout de suite, tous les médias s'emballent, en Occident en particulier, pour dire qu'il s'agit d'une rébellion Touareg? 3 personnes qui d'après vous, ne représentent pas ils ne représentent pas la communauté Touareg. Le MNLA ne représente pas la communauté Touareg. Ils n'ont jamais été mandatés par qui que ce soit. La communauté Touareg au Mali, c'est au-delà de ces personnes, mais qui ont la facilité de se faire entendre pourvu qu'ils parlent au nom de la communauté Touareg. Alors que je ne pense pas que ça puisse être une opération possible lorsqu'on doit parler d'une autre communauté. Quelle est cette facilité que les gens ont de pouvoir parler et d'emballer les médias lorsqu'il s'agit de parler de la communauté Touareg? C'est cela d'abord que nous nous récusons. Il faut noter que cette position qui vise clairement à démontrer que ces différents groupes sont juste le fruit de manipulations diverses, notamment de certaines grandes puissances pour atteindre leurs objectifs géopolitiques dans le Sahel, mais également le fait de grands groupes brigands, trafiquants de tout genre, qui se réfugient derrière l'argument indépendantiste pour s'aimer la désolation dans une partie du pays. Plusieurs autres personnes ont eu à le dénoncer et apportent des éléments pour permettre de comprendre cet état de choses. Lorsque nous avons fait les accords d'Alger, il y a eu le forum de Kidal. Le forum de Kidal a regroupé plus de 120 à 150 participants venus de tous les coins, de toutes les organisations internationales, des bailleurs de fonds, des ONG, du gouvernement de la République et des représentants des anciennes rébellions. Nous avons défini 39 projets pour les régions nord. Toutes les préoccupations importantes ont été prises. Ça nous dégageait un budget d'à peu près 840 milliards de francs CFA. Nous avons pu mobiliser 550 milliards. Qu'est-ce qui a manqué? Le temps de travailler. Lorsque vous payez une ambulance, ils l'enlèvent. Lorsque vous mettez des machines pour faire des forages,
on vole les machines et les véhicules. Donc, en définitive, on ne peut pas se battre pour un développement et refuser, et voler ce développement ou refuser ce développement par certains groupes qui sont toujours marginaux. Parce que je ne parle pas de la communauté Touareg, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je parle également d'une bande qui a su faire du problème du Nord un fonds de commerce. Sans ce fonds de commerce, il n'existe pas. Et chaque fois, comme si c'est récurrent, chaque 10, 20 ans, ce sont les mêmes qui reviennent. Ceux contre lesquels on s'est battu en 1991, ce sont les mêmes qui sont là. Mais avec au moins une moitié qui est plutôt du côté du gouvernement de la République. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la France aujourd'hui en Afrique est comme une bête blessée. Et comme toute bête blessée, elle va devenir encore plus dangereuse. Il ne faudrait pas que nous soyons naïfs pour penser qu'elle va abandonner aussi facilement. Nous savons tous, et cela a été démontré par plusieurs experts, quelle est l'importance de l'Afrique pour la France. Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies. Et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte. Vous vous doutez bien qu'elle ne va pas aussi facilement renoncer à tout ça, juste parce que les Africains se sont levés et ont décidé de se battre pour leur liberté. Il va donc falloir être beaucoup plus vigilant et travailler davantage, parce que ce n'est que ce travail et cette mobilisation qui permettra à l'Afrique de résister. Et il ne s'agit pas de résister seulement à la France, il s'agit de résister à toutes les puissances qui ont des velléités impérialistes sur le continent africain. On l'a suffisamment dit, l'idée n'est pas de changer de maître, l'idée c'est de se libérer définitivement et d'avoir la liberté et la latitude de choisir avec qui l'Afrique veut commercer. C'est de ça qu'il est question dans cette démarche-là. Donc il faut arrêter justement d'être dans une attitude de stigmatisation, de penser que le problème de l'Afrique vient des autres, parce qu'en réalité, le véritable problème de l'Afrique vient des Africains. Donc les premiers responsables de la situation que connaît l'Afrique aujourd'hui, ce sont les Africains. Donc il est question ici d'intégrer clairement que faire partie la France n'est que le début de la solution. Mais si on fait partie la France pour accepter les choses que la France faisait avec la Russie, avec les États-Unis ou encore avec l'Allemagne, on n'aura rien changé. Donc il est très important que nous puissions intégrer cela. En guise de conclusion, il est plus que temps au peuple d'Afrique épris de liberté de faire preuve de résilience. Parce que les jours à venir vont être difficiles. Il est temps de faire preuve d'organisation. Il est temps de faire preuve de mobilisation. Parce que, comme vous vous en doutez, ayant échoué dans ces différentes démarches, il va falloir changer de stratégie. La France a d'abord, à travers des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines, tenté d'asphyxier ces différents pays qui ont décidé d'opérer une véritable rupture. On l'a essayé au Mali, au Burkina Faso et aujourd'hui au Niger. Mais on s'est rendu compte que quand le peuple est mobilisé, c'est difficile de le manipuler. On a poursuivi en refusant désormais les visas aux étudiants et même aux artistes. Ces différentes démarches avaient un seul objectif, retourner les populations contre leurs dirigeants d'aujourd'hui. On se rend bien compte que pour l'instant, ça n'a pas marché. Donc, si les peuples aujourd'hui ne font pas preuve de résilience, il est clair que nous ne pourrons pas tenir dans la durée. Et parlant de mobilisation, nous avons commencé à faire notre part. Parce que le combat pour la libération de l'Afrique est celui de chaque Africain, où qu'il soit.
nous avons lancé, comme vous le savez déjà, un mouvement intitulé Mansa, qui permet justement de mobiliser toutes les énergies de l'Afrique pour contribuer de manière définitive à la libération du continent. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités et nous comptons sur vous pour nous rejoindre dans ce combat-là. Il est plus que temps que nous nous mettions ensemble pour conjuguer nos efforts afin de donner à l'Afrique le destin qu'il mérite. Alors, nous vous attendons au niveau de Mansa. Vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales. Et nous avons désormais un site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire et avoir accès à toutes nos publications. Alors, nous n'attendons plus que vous.